Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous ce matin pour le lancement officiel de notre mois de l'archéologie 2021 à la ville de Longueuil. Je suis Joëlle Perron-Audeau, conseillère en développement culturel pour l'histoire, le patrimoine et l'archéologie à la ville de Longueuil. Et donc, comme je le disais, c'est le lancement de notre programmation. Une vaste programmation qui se décline en plusieurs volets tout au long du mois d'août. Et donc, les activités sont présentées là, dans le cadre du mois de l'archéologie et par le Bureau de la culture et des bibliothèques de la ville de Longueuil. Alors, effectivement, nos activités s'intègrent dans 4 volets. Donc, on a un volet conférence, donc qui est en fait la conférence d'aujourd'hui, qui va porter sur l'inventaire archéologique qui a été réalisé au Parc Saint-Marc par la coopérative d'archéologie artefactuelle, donc au mois de mai et au mois de juin cette année. On a aussi des activités familiales qui vont avoir lieu tout au long des fins de semaine du mois d'août, qu'on appelle nos matinées archéo, donc les matinées archéo, qui vont avoir lieu là, soit en virtuel, mais aussi au parc archéologique de la Baronnie. Notre troisième volet est un volet d'exposition. Alors, on a 3 expositions sur le territoire de la ville de Longueuil pendant le mois d'août, dans le cadre du mois de l'archéologie. Donc, l'exposition de la collection archéologique de la Société d'histoire de Longueuil, qui est présentée là, en collaboration avec le musée de la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue. Je vous invite à y aller. On a aussi 2 autres expositions présentées dans les bibliothèques, donc à la bibliothèque Claude-Henri Grignon, une exposition de photos, d'archives, en fait, qui est une rétrospective en images des 50 dernières années, où il y a eu des interventions archéologiques à la ville de Longueuil. Et à la bibliothèque de Greenfield Park, on a une exposition sur les artefacts d'une collection citoyenne, donc une collection de la citoyenne Monique Gagnon, une citoyenne de Greenfield Park. Alors, ces activités sont gratuites. Je vous invite à y participer en grand nombre. Et on a aussi un 4e volet qui s'est rajouté. En fait, ce sont des visites guidées dans le Vieux-Longueuil qui portent donc sur l'art et le patrimoine. Mais pour le mois de l'archéologie, on a ajouté un volet spécial là, avec un arrêt au parc archéologique de la Baronnie et à la cocathédrale. Alors, je vous invite aussi à consulter là, le site de la ville de Longueuil pour vous inscrire à ces activités. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter brièvement le déroulement de la conférence d'aujourd'hui. Alors, je vois que certaines personnes ont leur caméra allumée. Vous pouvez le faire. Vous pouvez éteindre votre caméra aussi, comme vous le voulez. Sachez que l'activité est enregistrée là, pour qu'on puisse la repartager par la suite à un grand nombre de citoyens et de citoyennes. Donc, aujourd'hui, la conférence va durer environ 1 heure et il y aura une période de questions à la fin de la présentation. C'est mon collègue qui est avec moi aujourd'hui également, donc notre animateur en histoire et archéologie, Juliane Nouche, qui va s'occuper de vos questions. Alors, on gardera là, un 15 minutes à la fin de la conférence où vous pourrez soit écrire vos questions dans le volet conversation dans Zoom ou encore activer votre micro là, pour vous adresser directement aux conférencières. Donc, n'hésitez pas, là, vos questions et vos commentaires sont toujours les bienvenus. Alors, la conférence d'aujourd'hui porte sur les résultats préliminaires de l'inventaire archéologique qui a été réalisé, comme je le disais, ce printemps au parc Saint-Marc. Et donc, c'est un inventaire qui avait lieu en amont de travaux d'enfouissement de fils électriques. Et donc, Artefactuel a réalisé cette intervention. Et 2 membres de l'équipe sont aujourd'hui présentes là, pour nous présenter le tout. Alors, Zosha Hull, qui est archéologue et chargée de projet, est avec nous ce matin, ainsi que Luce Archambault, également archéologue et chargée de projet, les 2 pour la coopérative d'archéologie artefactuelle. Alors, sans plus attendre, je vais leur céder la parole et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Eh bien, nous, on est ici pour vous parler des travaux qu'on a faits à Longueuil, au Parc Saint-Marc. Mais d'abord, on va vous parler un petit peu d'Artefactuel, de la coopérative. Donc, nous, la coopérative a été fondée en 2003. Et puis, c'est une entreprise d'économie sociale qui a à cœur la culture et le patrimoine archéologique. Et puis, notre principale mission, c'est de développer et de diffuser la connaissance du patrimoine archéologique au Québec. Mais le patrimoine archéologique, c'est un patrimoine qui est collectif, c'est-à-dire qui touche tout le monde, les petits, les grands, puis l'ensemble de la société. Et puis, donc, nous,
la valeur qui nous tient, qu'on a à cœur, c'est de partager notre passion pour l'archéologie. Donc, l'équipe d'Artefactuel est composée de 5 membres. Et donc, on a Patrick Hyde, qui est notre archéologue qui possède... on l'appelle souvent notre sage, mais c'est parce que c'est lui qui possède les connaissances les plus anciennes sur le territoire, parce que Patrick aime beaucoup la préhistoire et puis l'environnement ancien sur le territoire du Québec. On a Louis Gilbert aussi, qui, Louis, il s'occupe plus, disons, de la région de Québec et de Trois-Rivières. Il a travaillé beaucoup aussi avec le Collège La Flèche, les Ursulines. Il fait aussi de l'archéologie avec le public, souvent, pour présenter ses résultats. Ensuite, on a Gina Vincelli. Gina, ici, qui est avec la coopérative depuis 2009. Puis Gina, elle adore l'archéologie historique au Québec, que ce soit en ville ou en campagne. Elle a une petite préférence pour l'archéologie industrielle aussi, elle aime bien, bien ça. Et puis, bien, on a moi aussi également. Et notre petite dernière, Zocha, qui est arrivée il y a déjà 1 an et quelques, là. Donc, nous, nos différents secteurs d'intervention, bien, c'est sûr qu'on fait de l'archéologie de terrain, comme on va vous parler aujourd'hui pour le Parc Saint-Marc, mais on offre plein d'autres services et on a d'autres réalisations aussi, comme par exemple, on va participer, on va contribuer à des études d'impact en environnement, on va monter et produire des études de potentiel archéologique aussi. Et puis, les recherches au terrain, il y a différentes phases qu'on peut exécuter, comme l'inventaire, la fouille ou la surveillance. Mais ce qu'on aime bien aussi, c'est de faire les activités éducatives. Fait que les activités peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des camps de jour qu'on offre, ça peut être aussi... ça peut être des activités en classe, puis ça peut être aussi, comme on fait aujourd'hui, dans le cadre d'activités ou de festivités estivales pour le mois de l'archéologie. Et puis, avant l'intervention au Parc Saint-Marc, on avait réalisé quelques projets pour la ville de Longueuil, dont une grosse étude de potentiel pour le secteur de Saint-Hubert. On a aussi participé à l'assemblage ou les collections archéologiques de toute la ville du territoire de Longueuil, dont le but, c'était de les rassembler en un lieu unique pour créer une base de données unique aussi. Fait que nous, on a grandement participé à ce projet-là. Et aussi, évidemment, il y a eu l'étude de potentiel de tout le réaménagement de la rue Saint-Charles-Ouest qu'on a produit et qui nous a mené, au terme de l'étude, à recommander des travaux archéologiques autour du Parc Saint-Marc. Donc, en somme, voici ce qu'Artefactuel produit et fait et qui nous sommes. Je te laisse. Merci beaucoup. Dans ce cas-là, moi, je vais prendre le relais et je vais vous parler davantage de l'intervention qui a eu lieu au Parc Saint-Marc. En fait, comme Joël vous l'a dit un peu plus tôt, l'intervention s'est déroulée du 31 mai au 11 juin dernier. En fait, il s'agit du quadrilatère délimité par les rues Saint-Charles-Ouest, Saint-Jean, la rue de Longueuil et Saint-Sylvestre. Il faut savoir, avant tout, qu'on ne fait pas de l'archéo où on veut et quand on veut. En fait, plus souvent qu'autrement, les interventions au Québec surviennent dans le cadre de projets plus vastes. On parle de projets de réaménagement, de construction, d'agrandissement de bâtiments. En fait, tout projet qui nécessite des excavations, mais ce n'est pas dans tous les cas qu'il va y avoir de l'archéo. En fait, il y a une étape en amont qui sert à déterminer si un potentiel archéologique subsiste en place et cette étude-là va également déterminer quelle stratégie est à adopter pour bien le documenter. De nos jours, on intègre de plus en plus la composante archéologique tôt dans le processus de planification des travaux. Premièrement, ça évite de retarder les dits travaux, mais ça assure aussi qu'un maximum de données archéologiques va pouvoir être traité avant la destruction du site par les travaux. Donc, si jamais les découvertes le justifient, on pourrait être amené on pourrait avoir le temps de retourner sur le site, compléter les analyses et vraiment s'assurer d'avoir été chercher toutes les informations qu'on pouvait.
Dans le cas du parc Saint-Marc, comme on l'expliquait un peu au début, la ville de Longueuil souhaitait développer une vision d'ensemble du potentiel archéologique dans l'emprise visée par un grand projet qui était celui du réaménagement de la rue Saint-Charles-Ouest, du moins pour la portion comprise entre le chemin de Chambly et la rue Saint-Sylvestre. Donc, pour ce faire, ils ont commandé une étude de potentiel, ce qu'Artefactuel a réalisé en 2019. Puis, en fonction de ces résultats-là, il a été possible de déterminer une stratégie d'intervention pour chacun des secteurs. Comme c'est un projet qui est complexe, il y a plusieurs phases, il y a plusieurs étapes. Et donc, on a décidé de scinder les interventions archéologiques de manière à suivre chacune de ces étapes-là, de chacun de ces petits projets-là, si on veut, ce qui permettait de mieux s'adapter. Donc, dans ce cas-ci, on se concentrait dans l'emprise des travaux d'Hydro-Québec pour le projet d'enfouissement des fils électriques dans les rues de Longueuil, Saint-Jean et Saint-Sylvestre. Donc, il y avait un inventaire archéologique qui était recommandé pour la zone à fort potentiel archéologique. Ça veut dire que c'est une zone où on pense qu'il y a le plus de ressources archéologiques en place. Et donc, c'est aussi une intervention qu'on fait en amont des travaux. Puis, il y avait une surveillance archéologique qui a été recommandée pour les secteurs où le potentiel était peut-être un peu moins fort, donc modéré, ce qui se fait en même temps que les dits travaux. Et aussi, dans ce projet-là, il était question d'activités de médiation culturelle parce que c'était un aspect très important pour la ville de Longueuil, que le résultat là, de nos recherches soit partagé avec le public. Donc, je parlais d'études de potentiel. En fait, ça sert à définir où subsistent les zones de potentiel archéologique. Comme je disais, on va les qualifier par la suite de nulles, de faibles, modérées ou fortes en fonction de l'état de préservation estimé des ressources enfouies. On se sert de toutes les informations possibles pour essayer de retracer l'historique d'occupation du territoire qui est à l'étude. Donc, on remonte aussi loin qu'on le peut, souvent grâce à la cartographie ancienne, les photos, les gravures, et souvent, même les visiteurs qui viennent nous partager des souvenirs pendant nos interventions nous apportent des informations super intéressantes, des petits détails quant à la localisation de certains bâtiments, et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Là. On note vraiment tous les souvenirs qui nous sont partagés là, sur le terrain. Souvent, ça nous aide à comprendre bien des choses que la cartographie ou l'iconographie ancienne n'arrive pas à expliquer dans certains cas. Donc, un aperçu de l'historique du site. Comme je disais, on remonte aussi loin que possible. Donc, il faut aussi considérer les occupations autochtones. Donc, selon l'étude de potentiel, le secteur présentait un potentiel préhistorique. En fait, là, on parle pour le parc Saint-Marc, mais c'était un peu difficile là, de cibler des secteurs dans la Longueuil, là, précisément pour identifier des sites d'occupation, parce qu'il semble que l'ensemble du secteur présentait des conditions favorables à l'habitation humaine. Donc, pour déterminer un potentiel autochtone, on se base sur l'ensemble des facteurs environnementaux et de critères archéologiques qui sont la topologie régionale, la topographie locale, la sédimentologie, le drainage et l'hydrographie. Donc, ça nous permet en fait de déterminer si la région est habitable et attrayante aussi pour les communautés autochtones. Donc, dans ce cas-ci, il semble que les conditions favorables pour s'établir étaient déjà présentes là, depuis 2500 avant aujourd'hui, mais qu'il y aurait eu également 2 autres périodes avant ça durant lesquelles le territoire était exondé et présentait un environnement intéressant. On parle d'une courte période entre 7500 et 7000 ans avant aujourd'hui, puis une seconde vers 4000 ans. Il ne faut pas oublier que le site à l'étude est situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Donc, le site se trouve au sein d'un large réseau d'échanges qui transite par un riche réseau hydrographique qui facilite les déplacements sur un vaste territoire. Donc, ça, c'est un facteur très important là, à considérer.
Et en ce qui a trait à l'occupation historique, je vais me concentrer uniquement sur l'histoire du terrain de l'église, parce que là, pour les besoins de la présentation. Donc, l'occupation commence un peu avant 1841, mais la fabrique acquiert en 1841 le terrain qui appartenait en fait à Charles William Grant, un seigneur et 5e baron de Longueuil. D'ailleurs, l'année suivante, une petite église est construite près des intersections des rues Saint-Jean et de Longueuil. Donc, dans le fond, sur le plan que vous pouvez voir, là, datant de 1867, j'ai pas de pointeur, mais en fait, où on voit le rectangle, le carré H2, on voit un petit bâtiment rectangulaire rouge. Ça, c'était la construction initiale de l'église. Et les carrés noirs qu'on voit autour sont les bâtiments actuels. Donc, c'est une superposition du plan ancien sur la trame des bâtiments qui existent aujourd'hui. Et ça nous permet de ça nous donne une référence quand on est sur le terrain pour savoir où étaient situés les bâtiments anciens qu'on cherche. Là, dans le cas présent, l'église, on sait elle est où, mais avec les futurs bâtiments qui ont disparu, c'est comme ça qu'on vient en fait définir les zones de potentiel archéologique. Ensuite, au cours des années suivantes, divers bâtiments s'ajouteront au lieu de culte, dont une petite école bâtie en 1876. On la voit, elle est située au coin de Longueuil et Saint-Jean. C'est un petit bâtiment jaune. On voit d'ailleurs que l'église et le terrain est séparé de celui du presbytère qui vient d'être construit également par une clôture. Et l'église semble être munie d'une petite entrée, une petite annexe en façade. Puis, bon, la première école est démolie en 1889 et est remplacée pratiquement aussitôt par une deuxième école qui elle-même sera démolie en 1935. Comme on peut voir, l'école semble être un petit peu plus grande. Elle est maintenant reliée à l'église et elle est toujours située à l'intersection des rues, là, vraiment en bordure de la rue de l'époque. Donc, avec les interventions antérieures, les interventions archéologiques antérieures, on sait qu'il y a des composantes archéologiques qui, associées à l'utilisation de l'espace sacré, dont des sépultures, qui subsistent en place dans le parc Saint-Marc. Et selon nos recherches, tout semble indiquer que le terrain n'a pas vraiment subi de modifications ou de perturbations majeures depuis la démolition des écoles. Donc, on a tous les indices laissent croire que les vestiges de ces bâtiments-là sont toujours présents dans le sol. Je vous rappelle qu'ici, l'emprise des travaux se limitait au trottoir là, de la rue Saint-Jean et de la rue de Longueuil. Donc, ça ne veut pas dire qu'on allait croiser les vestiges de la petite école, mais selon nos superpositions aux plans anciens, il y avait de fortes chances pour que ça arrive. Il y avait également des chances pour qu'on tombe sur des sépultures, comme on ne connaissait pas l'étendue exacte du cimetière. Ce n'est pas arrivé, on n'a pas fait de découverte de ce type lors de notre inventaire. Donc, comme vous l'avez vu dans nos capsules qui ont été présentées là, un peu tout au long de l'inventaire, une fois que la stratégie a été déterminée, on procède à la partie terrain. Donc, on met en place le chantier et cette étape-là se faisait avec l'entrepreneur. En fait, c'est lui qui va s'occuper de délimiter l'aire des travaux, qui va assurer la sécurité du chantier avec des clôtures. Il va également retirer les infrastructures modernes. Donc, dans ce cas-ci, c'était le trottoir, le concassé, ce qui va nous permettre de travailler, d'atteindre nos niveaux archéologiques le plus rapidement.
une fois que ça c'est fait, on accueille l'équipe. Donc, l'équipe était composée de moi-même, de mon assistante Violette qui m'aidait dans l'enregistrement des données et d'une formidable équipe de terrain composée de Mylène, Josiane, Marie-Ève et Louis. À cette belle équipe s'ajoutent également 2 autres personnes qui travaillent un peu plus dans l'ombre, mais sans qui on n'arriverait pas à d'aussi beaux résultats. En fait, il s'agit de Marie-Hélène Davio et de Marie Fournier. Marie-Hélène est notre spécialiste en culture matérielle. Donc, c'est elle qui a analysé la collection une fois que l'inventaire était terminé, que les artefacts étaient lavés. C'est surtout elle qui a fait les recherches sur les objets qu'on a retrouvés et dont je vais vous présenter là, quelques capsules dans quelques diapos. Puis, Marie Fournier, c'est notre cartographe. En fait, toutes les superpositions aux plans anciens sont réalisées par Marie. C'est également elle qui va localiser, en fait, mettre, si on veut, au propre toutes les données qu'on enregistre sur le terrain. Donc, les plans, toutes les découvertes qu'on a localisées, elle va s'occuper de les transposer sur des plans actuels, ce qui va nous permettre de savoir où on les... de localiser, c'est ça, c'est ce qui va nous permettre de localiser, là, de se retrouver quand on va être dans la rue, là, de repérer nos découvertes rapidement. Donc, une fois que l'équipe est au terrain, on procède à un nettoyage manuel de la surface. Ça nous permet de repérer rapidement les anomalies et de déterminer par où on va commencer nos recherches, pour être certain là, de ne pas perdre notre temps dans les zones où ça semble être plus perturbé. On va donc implanter des sondages. Dans ce cas-ci, c'était des sondages de 1 mètre par 1 mètre. Donc, chaque membre de l'équipe avait son carré de travail. On fouille alors les sols à l'aide d'une truelle en fonction de la compacité, quand on connaît aussi nos couches et qu'on sait que celle-là, on peut aller un peu plus rapidement, on va changer d'outil, on va utiliser le piolet, la pioche, la pelle, la binette. Et sachant qu'il y avait un potentiel autochtone, on tamisait également les sols. Ça servait en fait à récupérer là, les objets qui auraient pu, les petits objets qui auraient pu nous échapper pendant qu'on fouillait. Donc, on procède à l'enregistrement systématique de tout ce qu'on trouve, de tout ce qu'on voit. Chaque élément est localisé en X, Y, Z. On décrit nos couches, on dessine nos couches. On emballe les artefacts selon leur provenance dans les couches, justement parce que ces objets-là vont plus tard nous aider à les interpréter, à retracer la séquence d'événements et aussi les dater. Donc, le bilan des découvertes, ça, vous en avez eu un aperçu dans nos capsules, mais je vais vous présenter un peu plus dans le détail nos résultats. Surtout que sur le terrain, parfois, on trouve des petits objets qui ont l'air de rien. On sait qu'ils ne sont pas naturels, mais on n'arrive pas à les identifier. Et c'est une fois au laboratoire que Marie-Hélène fait de nouvelles découvertes et se rend compte que finalement, on avait des objets hors de l'ordinaire, mais que sur le terrain, on n'aurait jamais pu s'en douter. On va commencer avec la rue de Longueuil, parce que malheureusement, contrairement à ce qu'on pensait, le secteur avait été un peu plus perturbé. Les niveaux archéologiques semblent avoir été décapés en grande partie là, lors d'aménagements d'infrastructures modernes. Toutefois, on a retracé quelques lambeaux de sol, mais pas avec une culture matérielle diagnostique là, qui nous permettait d'interpréter nos niveaux. On a trouvé une tranchée, une mince tranchée dont on n'arrivait pas à atteindre la base là, manuellement. Donc, quand l'entrepreneur venait là, remblayer nos excavations à la fin de l'inventaire, on a profité de l'occasion pour lui demander là, de donner un petit coup de pelle mécanique dans la zone de la tranchée pour aller voir c'est quoi qu'il y avait dans le fond. Et finalement, on a découvert un petit tuyau de plomb qui traversait finalement la rue de Longueuil.
Et finalement, en fonction selon sa localisation et son orientation, ce tuyau de plomb-là devait desservir la deuxième petite école, donc la plus récente des deux. On peut penser à une entrée d'eau. Donc, ça indiquait qu'il y avait bel et bien un bâtiment là, à proximité là, dans la zone libre actuellement, là, entre l'église et la rue Saint-Jean. Par contre, dans la rue Saint-Jean, la zone s'est révélée très, très intéressante d'un point de vue archéologique, malgré qu'on n'a pas trouvé aucun vestige. Des petites écoles dans la zone inventoriée, mais on a tout de même observé des sols qui témoignaient de la présence de ces écoles-là à proximité, ainsi que des niveaux possiblement associés à l'église, à l'exception de sépultures, comme je le disais, et avec tout ça, on n'a pas retrouvé non plus de matériel autochtone qui pourrait témoigner de leur présence là, dans ce secteur-là à un moment ou l'autre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là, mais nous, on n'en a pas retrouvé de traces lors de notre intervention. Donc, quand je parlais de petits niveaux possiblement associés à l'église, on avait identifié un dépôt en paroi de l'extrémité là, de la tranchée, à peu près vis-à-vis là, la petite entrée qui est située en façade de l'église. C'était un dépôt de plaques d'ardoise. Au début, on se demandait un peu c'était quoi, vu qu'on avait retrouvé là, des plaques, des petits fragments de tableaux d'ardoise pour les écoliers. Donc, on les trouvait un peu trop épais pour correspondre. Mais finalement, en observant l'église, on s'est rendu compte que le toit de la petite entrée est fait de tuiles d'ardoise qui ressemblaient fortement là, au dépôt au fragment dans le dépôt qu'on avait identifié en paroi. Donc, c'est intéressant, ce n'est pas une découverte majeure, mais si on se rappelle bien dans l'historique, le bâtiment initial de l'église est rectangulaire. Par la suite, on rajoute la petite entrée en façade de l'église. Donc, on le voit aussi avec le mode de construction qui n'est pas exactement le même. Donc, on peut se demander si ce dépôt-là n'est pas associé à la construction de cette petite... annexe-là, ou si le toit d'origine du bâtiment, du corps principal de l'église n'était pas fait en tuiles d'ardoise. Mais sinon, la principale découverte, même si ça a l'air de rien en particulier, consiste à la présence d'une dépression qui a été observée, en fait, dans tous les sondages de la rue Saint-Jean, qui est parallèle à la rue Saint-Jean. On peut la voir là, dans les photos. C'est une petite dépression. En fait, elle suivait là, vraiment le tracé du polygone jaune. C'est une dépression d'environ 30 cm de largeur, qui n'était pas nécessairement profonde. Je pense que le maximum, c'était 50 cm, qui s'apparente finalement à un ancien fossé qui aurait été à un certain moment donné remblayé. La présence d'un fossé à cet endroit-là suggère que la limite de la rue était finalement à peu près la même que celle d'aujourd'hui. Ça, c'est intéressant parce que souvent, les rues, pour s'adapter à la circulation qui augmente, sont agrandies, comme ça a été le cas dans la rue Saint-Charles. Là, on a un indice qui semble suggérer que l'emprise de la rue n'a pas changé dans le temps. Et c'est dans le comblement du fossé, donc à son abandon, qu'on a retrouvé là, vraiment des super objets. Et c'est là que le travail de Marie-Hélène devient très intéressant. Donc, vous en avez vu quelques-uns là, au cours des capsules. Maintenant, je vais vous en présenter plusieurs. Comme je vous disais, au début, on les sépare tous par couche, par sondage, pour être certain de reconnaître leur provenance. Dans ce cas-ci, comme le contexte archéologique est relativement simple, dans le sens qu'on a un fossé qui a été remblayé, donc toutes les provenances sont finalement relativement simples parce qu'elles sont la même, celle du fossé. On a décidé de vous les présenter par thématique.
Comme on est proche d'une école, on pouvait s'attendre à retrouver du matériel scolaire. La première thématique sont les crayons et les ardoises. Donc, les crayons d'ardoise, on en a retrouvé 47, et dont 10, dans lesquels on aurait identifié 17 objets différents. Donc, à partir des pointes, on était capable de savoir qu'il y avait au moins 17 crayons. Et les tableaux d'ardoise, on a retrouvé 114 fragments. Mais la plupart étaient gros, donc c'est quand même beaucoup de matériel pour une petite emprise. À titre indicatif, les crayons d'ardoise sont sciés de façon industrielle à partir de plaques. On peut les tailler, les effiler au couteau ou à l'aide d'une petite lime qui est intégrée soit sur les tableaux ou les brosses à tableau. Ils sont produits en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Les inscriptions laissées sur l'ardoise peuvent être effacées à l'aide d'un linge ou d'une éponge. Ce sont des crayons qui sont très fragiles et qui se cassent. Donc, on peut les manipuler à la main, mais également avec un porte-crayon. Un crayon neuf pouvait mesurer jusqu'à 14 cm. Ils sont particulièrement populaires là, dans la seconde moitié du 19e, au début du 20e. L'utilisation du crayon et du tableau d'ardoise convient à différents usages qui ne sont pas exclusifs à l'enseignement parce que, en fonction des tâches, les élèves ou le professeur pouvaient avoir recours à une plume, crayon de bois avec une mine graphite. Mais c'est quand même un indice là, d'un milieu scolaire. On croise fréquemment les crayons d'ardoise dans les collections archéologiques. Par contre, ce n'est pas le cas pour les tableaux d'ardoise. Comme je vous disais, on en avait retrouvé beaucoup, donc c'était quand même intriguant. Ensuite, on avait des crayons de graphite, les crayons de bois avec la mine en graphite. Ça existe déjà depuis le 18e. On retrouve des crayons à mine carrée avec le crayon de bois qui est rond ou encore un crayon dont la mine est partiellement exposée. On a les crayons gris et beige qui ont une espèce d'apparence de crayon de cire, mais qui ne laissent pas de résidus de cire. On a retrouvé aussi, en fait, ça c'est un exemple là, qu'en laboratoire, sur le terrain, on n'avait aucune idée de c'était quoi. On avait l'impression que c'était des petites concrétions de métal. Finalement, en laboratoire, Marie-Hélène a identifié des éléments qui laissent croire que finalement, les petites boules brunes là, qu'on voit sur la photo seraient en fait des fragments de plumes dont la pointe aurait été brisée. Donc, quand on fait des recherches là, sur les crayons et les ardoises, on se rend compte qu'il y a une multitude de recettes, plusieurs technologies de crayons. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir à quel point, finalement, à Saint-Marc, on en présente une grande variété. Ça indique là, qu'on avait quand même accès à plusieurs ressources différentes. Donc, quand on parle de plumes, on parle d'encriers. On a retrouvé plusieurs fragments. On vous a mis une reconstitution des objets pour vous donner une idée de quoi ça avait l'air une fois que c'est complet. Donc, on avait des encriers en grès qui sont très communs, de style Derbyshire, qui sont produits entre 1840 et 1900. On en retrouve beaucoup dans les contextes archéologiques, là, peu importe le type d'occupation. On a des fragments d'encriers en verre. Un de nos fragments comportait une inscription partielle qu'on a retrouvée. En fait, l'inscription complète serait N. Antoine Paris. Il s'agit d'une marque de compagnie qui a été fondée vers 1840. Et la principale découverte pour les encriers, ce sont des fragments d'encriers en porcelaine. Donc, le type godet, les deux petits encriers blancs là, que vous pouvez voir en bas. Si les deux autres types d'encriers sont très communs dans les contextes archéologiques, ceux-là sont beaucoup plus spécifiques au milieu de l'enseignement parce que ce sont des encriers qui sont insérés dans le trou d'un bureau d'écolier. Donc, à moins d'avoir un pupitre d'écolier à la maison, il n'y a pas de raison qu'on ait ce type d'encrier-là.
Donc ça venait témoigner vraiment de la présence d'écoles à proximité de notre aire d'intervention. Donc, on parle d'enfants, on parle d'écoles, on se dit qu'on devrait retrouver des jouets, des jeux. Effectivement, on a retrouvé des artefacts qui témoignent de cette catégorie de culture matérielle. Par contre, on n'en a pas retrouvé beaucoup. Cependant, l'absence, ou dans ce cas-ci, ce n'est pas l'absence, mais la faible quantité n'est pas, peut indiquer que l'école prônait peut-être certaines valeurs d'éviter d'amener des jeux à l'école, de conserver un environnement qui est plus réservé à l'enseignement qu'aux jeux. Donc, si c'est le cas, on pouvait s'attendre à trouver des petits artefacts qui se transportent facilement de la maison à l'école. Dans le contexte où on était, en fait, il faut savoir que dans la seconde moitié du 19e, les jeux sont généralement genrés. Donc, on incite les fillettes à jouer dans la maison avec des jeux qui les préparent à leur vie de femme. Donc, on parle de poupées, d'artisanat, alors que les garçons, on va plutôt les encourager à jouer à l'extérieur, à bouger, à être actifs, développer des habiletés sociales. Donc, dans ce cas-ci, la figurine, la petite poupée qu'on vous avait déjà montrée dans une capsule et un fragment de service à vaisselle à thé d'enfants pourrait être plus associé à des jeux de fillettes, alors que les billes, bien que ça ne soit pas exclusif aux garçons, pourraient plutôt témoigner de jeux aux garçons. On a aussi retrouvé ce qui pourrait être une balle en caoutchouc, mal préservée, mais qui aurait été écrasée avec le temps. C'est quand même intéressant, mais j'en avais pas vraiment vu jusqu'à maintenant. Mais on est assez confiant que c'est bel et bien une balle. Ensuite, il y a deux petites pierres là, complètement à gauche. Ça pourrait être naturel, mais dans le contexte où on est avec la présence d'enfants, la forme était relativement étrange et on n'en a pas retrouvé des similaires, là, malgré les nombreux cailloux qu'on a croisés, là, et qui pourraient être associés à des jetons, des jeux pour jouer à la marelle. Il y en a une qui était plus plate, qui pouvait servir de jeton. La seconde était d'une forme étrange. Bref, on garde l'hypothèse en tête. Ensuite, dans les menus objets, on se rend compte que ce sont surtout des objets associés à l'habillement, aux bijoux, aux parures, aux décorations qu'on a retrouvées. Donc, on en avait aussi présenté quelques-uns déjà. Donc, on a retrouvé des boutons en imitation de verre, des boutons en os avec 2 perforations, des attaches de colle, 2 boutons avec un décor d'une encre, donc c'est les boutons en métal. On a retrouvé des crochets avec œillets pour des bottes, des boucles, des barrettes ou une clip de cravate, des attaches décoratives, des éléments d'une chaîne de montre ou un objet similaire. On a également retrouvé une pendeloque en jet qui pourrait faire partie d'un bijou, mais qui pourrait tout aussi bien être un élément décoratif là, d'un objet quelconque, comme un abat-jour, par exemple. Oui, aussi, on a retrouvé des perles de verre qui pourraient fort probablement faire partie de bijoux. Mais c'est pas exclu non plus qu'elle soit là, qu'elle formait jadis un chapelet. C'est juste qu'on en a retrouvé en bois, donc celle-là semble probablement plus associée à un chapelet. Donc, on a retrouvé la fameuse médaille. Vous avez une pièce là, très bien préservée au-dessus qui vous permet de voir les 2 faces de la pièce. Donc, c'est une médaille Methodist Sabbath Schools. On avait fait une petite capsule là, sur le sujet, donc je ne vais pas répéter tout ce qui avait été dit. En fait, sa présence, celle-là, n'était pas dans le fossé. Elle était dans des niveaux adjacents. Elle date de 1901.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, elle vient un peu attester une certaine collaboration entre les communautés de l'époque. On peut penser que comme ils n'étaient pas nécessairement très nombreux, il n'y avait peut-être pas la capacité d'avoir leur propre lieu de culte. Donc, ils pouvaient se partager les installations. Donc, ça pourrait attester d'une certaine collaboration là, entre méthodistes et l'Église Saint-Marc. On a retrouvé la fameuse pièce de monnaie. Celle-là est un peu moins bien préservée que la médaille. On pouvait déceler là, des inscriptions partielles. Il s'agirait d'une pièce d'une scène datant des années 1890, possiblement 98. Le verre et la céramique, ça, on en retrouve beaucoup. Pas toujours des objets complets. Certains vous ont déjà été présentés. Là. On a fait d'autres petites découvertes, là, justement, bien intéressantes. La première est une petite bouteille rectangulaire. Elle servait à conserver les extraits alimentaires. Sur les fragments qu'on a retrouvés, certains présentaient une inscription là, de la marque du fabricant, qui était Henri Jonas, dont la fabrication, en fait, est postérieure à 1870. Donc, vous avez une annonce qu'on a retrouvée, là, que Marie-Hélène a retrouvée de l'époque. Vous avez aussi des comparatifs là, avec des bouteilles bien préservées. On peut voir que ça pouvait servir aux extraits de vanille, d'orange, de citron, de gingembre, et j'en passe, là, la liste est relativement longue. Ensuite, on a retrouvé un fragment de lentille de lunettes. C'est dans le coin en bas à droite. Au-dessus, on a des fragments de pipe, dont un tuyau qui comportait la marque du fabricant Anderson. C'est fabriqué à Montréal entre 1847 et 1876. Et dans les fragments de céramique, on retrouve vraiment plusieurs fragments divers. On avait notamment des fragments de pots à plantes, de tasses en porcelaine et en terre cuite fine blanche, des jarres en grès, des jarres ou des bols en terre cuite commune locale, des fragments de théière, de vaisselle de table ou de service. Certains décors bleus là, pouvaient suggérer une production entre 1840 et 1860. La datation générale là, de la céramique qui a été retrouvée, là, indiquait surtout une période de la seconde moitié du 19e et du début du 20e. Donc, on retrouve pour les éléments en verre là, notre fameuse bouteille de gin qui avait été présentée dans une des capsules. À côté, on a également des fragments de bouteilles de vin, un fragment de fond de bouteille champenoise. On avait des fragments de gobelets, de pots pour conserver les aliments, pour conserver des médicaments, des bouteilles pour l'eau minérale ou les boissons gazeuses. Encore là, ça indiquait une datation là, de la fin du 19e, peut-être le début 20e. Ce sont cependant des fragments d'un abat-jour, les fragments là, qui sont en haut complètement et qui présentent un rebord dentelé. Ils sont très courants. En fait, ce modèle-là est très courant après 1885. Donc, ce qui est intéressant avec cette découverte, c'est que, je vous rappelle qu'on est toujours dans le fossé. Ça vient nous indiquer vers quelle année le fossé a été remblayé. Là, on n'a pas d'année précise, mais on a quand même un intervalle. On reste fin 19e, possiblement début 20e. Faut se rappeler, là, dans l'historique présenté au début, la première école est démolie en 89 et une seconde suit pratiquement aussitôt. 1935. Non, elle est démolie. Démolie, ouais. Mais dans le fond, est-ce qu'on peut se demander si, quand ils n'ont pas réaménagé quand ils n'ont pas reconstruit la deuxième petite école, ils n'ont pas procédé à un réaménagement du terrain? C'est sûr que ça reste une hypothèse, on ne peut pas la vérifier là, pour le moment. Peut-être que c'est arrivé, oui, en même temps, mais il s'agit de deux événements complètement distincts. Mais on garde l'hypothèse, encore une fois, en tête.
Donc, c'est ce qui conclut pour nos découvertes de l'inventaire. Comme on vous parlait au début, il y avait un volet médiation culturelle qui était très, très important pour la Ville de Longueuil, qui est aussi très important pour la coop, mais également pour nous en tant qu'archéologues. Je veux dire, on fait de l'archéologie pas pour garder nos connaissances là, de notre côté, on veut les partager avec le public. En fait, on a la chance là, d'avoir un regard sur l'histoire d'une région, d'une communauté. On veut la partager. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on avait d'abord des panneaux d'interprétation disponibles sur le site pour présenter notre mandat, l'historique du site, ce qu'on s'attendait à trouver. On était également disponible là, tout au long de l'inventaire pour répondre aux questions du public. On présentait également les objets. On avait des spécialistes en culture matérielle sur place. Donc, vous aviez la chance là, d'avoir déjà un aperçu là, de l'historique de chaque objet, ou du moins les objets intéressants là, qu'on voyait à première vue. S'ajoutait également la création de petites capsules. Au total, il y en a eu 8 qui ont totalisé, je pense, plus de 6 000 vues sur Facebook, sur la page Longueuil et Culture. Et enfin, il y a la présentation d'aujourd'hui qui explique notre présence dans le cadre du mois de l'archéologie. Comme on le disait, là, dans le fond, au début, il va y avoir un rapport qui va être rédigé là, suite au bilan de toute l'analyse des données de terrain et de culture matérielle. Donc, on espère que ces données-là aussi vont pouvoir être réutilisées par la suite pour être mises en valeur par la Ville de Longueuil, que les objets vont fort probablement être utilisés là, pour des expositions futures. Donc, en conclusion, l'inventaire est terminé. Donc, comme on disait, il reste encore la portion rapport, mais il reste également la surveillance archéologique qui va commencer la semaine prochaine pour environ 2 semaines. Donc, cette surveillance-là va nous apporter de nouvelles informations. Les résultats vont peut-être même venir changer les interprétations qu'on vous a présentées aujourd'hui, parce que, nos connaissances évoluent en même temps que nos découvertes. On espère qu'on ne s'est pas trompé, mais en même temps, ça fait partie des aléas de l'archéologie. Donc, on vous remercie là, tous pour votre présence aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez soit vous adresser avec votre micro directement ou écrire les questions dans le chat. Je les prendrai et je les passerai à nos spécialistes. En fait, j'en aurais déjà une pour commencer, qui serait quelle est la différence entre la paléontologie et l'archéologie, en fait? Ah, OK. Ben oui, en fait, la paléontologie... La paléontologie, c'est plus la science qui étudie nos anciens gros mammifères de dinosaures qui n'ont pas laissé de traces ici au Québec. On en retrouve dans l'Ouest canadien, c'est vrai, mais au Québec, on n'a pas la chance là, de ça. Même si vous nous voyez creuser la terre, on ne cherche pas des ossements de dinosaures. La différence avec l'archéologie, c'est que l'archéologie va chercher toutes les anciennes traces d'activité qui sont laissées par l'homme, que ce soit pour se vêtir, se nourrir, pour chasser, de la vie quotidienne des anciens humains. C'est bon, c'est bon. J'aurais une autre question d'un certain monsieur Jean Phoenix qui demande « Faites-vous des études en palynologie du site? » La palynologie, c'est l'étude des pollens anciens. Donc, c'est tous les anciens, pas juste les pollens, mais toutes les graines, tout ça qui ont été laissées autrefois là, au gré du vent, puis qui se déposent naturellement sur le sol, le gazon. Quand on est en recherche au terrain, qu'on a des
nous, ce qu'on appelle des beaux sols archéologiques en contexte. Donc, on voit qu'à l'intérieur du sol, il n'y a pas seulement que des artefacts, là, il y a plein de tout petits éléments d'information. Donc, on va récolter un échantillon de sol dans des gros sacs Ziploc qu'on amène en laboratoire aux spécialistes désignés. Là. Nous, on ne fait pas ce genre d'analyse spécialisée-là, mais oui, ça se fait. Et puis ça peut nous apporter énormément d'informations sur l'environnement ancien, la végétation, autant la friche, les fleurs sauvages, que les espèces qui étaient peut-être comestibles. Il y avait-tu des petits buissons de framboises pas loin, etc. Il y a des espèces qui ne sont plus là aujourd'hui, que de cette façon-là, on réussit à identifier aussi. C'est bon. Sinon, moi, j'en aurais une question pour vous aussi. Ah, en fait, la question de M. Jean-Phénix demande, pour ce site en particulier, y avait-il un élément en paléontologie qui ressortait? Vous n'avez pas les résultats encore ou rien, puisque c'est un spécialiste externe peut-être qui fait l'analyse, mais est-ce que vous pouvez indiquer un petit peu ce qu'il y avait dans ce site-là ou à proximité? Bien, pour le moment, non, mais on n'a pas procédé à ce type d'analyse-là dans ce cas-ci parce qu'on n'avait pas nécessairement le contexte qui s'y portait. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été effectué. Dans le fond, on peut la prévoir, mais parfois, on n'a pas les sols qui le permettent. Donc, là, dans ce cas-ci... Bien, oui, puis dans ce cas-ci, on est en milieu urbain aussi, où il y a eu beaucoup de... Je vais le dire comme ça, là, de contamination extérieure. Là. Je ne parle pas de chimique, mais je parle au niveau des aménagements de rues, l'asphalte, bon, tout ça, là, dans nos couches de sol où Zochette intervenait avec son équipe. Déjà, à cette époque-là, il y avait beaucoup de contaminants autres. L'environnement n'était plus déjà très naturel là, dans les couches de sol qu'on a identifiées, qui sont relativement récentes pour l'histoire du Vieux-Longueuil. Merci beaucoup. Donc, gênez-vous pas d'écrire vos questions dans le chat ou d'ouvrir votre micro pour les poser directement à nos spécialistes. Bien, tout était tellement clair. Pendant qu'on vous laisse réfléchir à d'autres questions, n'hésitez pas là aussi si vous voulez activer votre caméra, votre micro. Ça peut être pour un commentaire aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Avez-vous vu les capsules? Êtes-vous allé sur le terrain? Ça nous intéresse aussi d'avoir votre expérience. Moi, j'ai quelques questions pour nos collègues d'Artefactuel. Puis Juliane, tu me fais signe là, si jamais il y a des questions. Je vois que des gens ouvrent leur caméra, là, donc n'hésitez pas. Vous pouvez activer votre micro ou lever la main. Je vais y aller avec une petite question par rapport au dépôt. Souvent, on dit que dans certaines recherches archéologiques, là, on tombe souvent sur des anciens dépotoirs ou des dépôts. Je me demandais effectivement est-ce que c'était quelque chose d'assez commun au Québec. On sait qu'au parc archéologique de la Baronnie, par exemple, bon, on pense qu'il y avait un dépôt là, autour de l'ancien ruisseau Saint-Antoine. Dans ce cas-ci, bon, il semblait avoir un petit dépôt là aussi. Donc, est-ce que c'est quelque chose de commun que vous voyez dans votre pratique? Oui, bien, en fait, les petits dépôts, comme tu les appelles, bien, on va appeler ça, nous, des zones de rejet ou des zones de déchets. Puis, en fait, l'explication est assez simple. C'est qu'à l'époque, on n'avait pas de service de camion d'ordures. On faisait le compostage, c'était naturel. Là. Il n'y avait pas de questions qui se posaient. Je le fais-tu, je le fais-tu pas? Là? Donc, les bordures de ruisseaux, les bords de route, les gens étaient quand même propres. Puis, je n'étais pas trop proche de la maison, mais souvent, à quelque part dans la cour, un petit peu isolée. Ça servait à nourrir les animaux de basse-cour aussi, tout ça. Puis, donc, c'est quelque chose, oui, pour répondre à ta question, de vraiment très commun dans notre métier. Des zones à déchets, on en retrouve souvent. Et puis, c'est un peu comme le jackpot, là, parce que là, à ce moment-là, on a une concentration d'objets. Souvent, ça peut être sur une courte, longue ou une longue période, tout dépendamment de l'occupation des lieux, si la famille est restée là longtemps. Des fois, on a des locataires, fait qu'on peut voir aussi, à un moment donné, les rejets, les vidanges des gens vont changer aussi des fois en fonction, on peut déterminer quel genre de métier ils faisaient.
qu'est-ce qui menait des fois comme vie ou tout ça, là. Il y avait des dépôts communs. Absolument, aussi. Le village allait déposer, là. C'est très intéressant. D'ailleurs, une de nos expositions s'appelle Déchets d'hier, trésors d'aujourd'hui. Ah ben voilà. Fait référence Trésors. à ça. C'est des trésors aujourd'hui pour nous. Et puis ça parle beaucoup. Ouais. J'étais curieuse aussi. Je pense que, bon, on a travaillé ensemble là, pendant le projet. Puis je pense que c'est Jocha, à un moment donné, qui m'a dit bon, ben pour les archéologues, ce qui est intéressant ou important, c'est pas nécessairement de trouver des objets et de les sortir, mais c'est de les protéger. Puis s'ils sont à quelque part d'autre puis qu'ils restent protégés dans le sol, ben c'est positif. Donc, j'aimerais savoir votre point de vue un peu là-dessus. Ben vas-y, parce que je pense que c'est Josiane qui a dit ça. Oui, mais c'est pas grave, c'est vrai pareil. Non. Ben en fait, c'est vrai ce que tu dis. Puis nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de faire parler l'objet. Donc, l'objet va être beau en soi, mais il faut qu'il vienne avec nous, on va l'appeler dans son contexte, c'est-à-dire dans sa couche de sol. Puis c'est tous les éléments autour, qui gravitent autour de l'objet, qui vont encore plus le faire parler. Donc, un objet qui est déterré du sol, sans information supplémentaire, on dit, ben wow, il est beau, ou tout ça, ça aurait pu servir à, mais souvent, ça va être assez limité. Fait que tout ce qui entoure l'objet de sa vie, dans le fond, quand il a été rejeté. Des fois, c'est des objets perdus, mais d'autres fois, c'est dans le cas du fossé. C'était une action volontaire. Donc, on voulait remplir un ancien fossé, une ancienne dépression, puis ils l'ont fait volontairement. Fait que, donc, l'objet en soi parle, mais il parle encore plus quand il est dans son contexte. Puis des fois aussi, on aimerait mieux les préserver si le site n'est pas menacé. On peut se dire aussi, bien, pour la pérennité. Oui, la pérennité, tout ça. Puis les artefacts qui sont aussi, quand ils sont dans le sol, sont souvent en bon état de conservation, souvent. Mais quand on se met à les déterrer, là, tout d'un coup, on ouvre, si tu veux, une boîte, puis là, l'air, l'oxygène, l'objet va rapidement, souvent, chercher à se détériorer, à part pour la céramique et le verre, mais c'est le cas pour le métal ou tous les menus objets comme tu as présenté. Là, on a des boutons qui sont un alliage mixte, là, tu vois, en métal avec un peu de bois ou tout ça. Va falloir, si on veut les conserver pour les continuer de les faire parler, il faut les protéger d'une autre façon. Puis par rapport aux artefacts, Juliane, fais-moi signe s'il y a des questions. Moi, je continue, là, j'en ai plein. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, merci beaucoup pour la belle conférence, fort intéressante. Par rapport il y a une question du public. Bon, on va y aller avec ça. Vous avez la question de M. Patrice. Vous avez analysé pour voir s'il y avait des artefacts d'occupation autochtone. Avez-vous trouvé quelque chose? Sinon, avez-vous déjà trouvé de tels artefacts sur le territoire de Longueuil? Je vais juste répéter avec le micro, parce que je ne sais pas si on t'a entendu. Donc, quelqu'un qui se pose des questions par rapport aux artefacts là, qui prouveraient une occupation autochtone là, sur le site. Vous y faisiez allusion dans le cadre du Parc Saint-Marc, mais ailleurs à Longueuil, est-ce que c'est quelque chose qu'on a retrouvé? Donc, lors de l'intervention au Parc Saint-Marc, on n'a pas retrouvé de traces d'occupation autochtone. Mais on aurait pu quand même, c'était une probabilité. L'usage du tamis, c'était vraiment pour s'assurer que, par exemple, la poterie ou la céramique amérindienne, souvent, quand elle est en format très petit, comme des petits grains, ça peut très facilement ressembler à des concrétions de sable ou de petits cailloux. Donc, on va quand même prendre soin de tamiser systématiquement un certain nombre de seaux. Par exemple, si on retire 4 seaux de la tranchée, on va dire, bon, au début, on en tamise 2 sur 4. Puis là, on va voir s'il y a des objets qui sortent. C'est quoi le résultat? Ça vaut-tu la peine? Puis s'il n'y en a pas, bien, on va diminuer jusqu'à 1 sur 4. Donc là, nous, artefactuels, au Parc Saint-Marc, on n'a pas retrouvé de traces d'occupation autochtone. Par contre, sur le territoire de Longueuil, ça, oui, il y a déjà eu des découvertes archéologiques, dont plusieurs interventions au Parc de la Baronnie, où ils en ont retrouvé aussi des objets autochtones en contexte préhistorique et dans d'autres contextes où il y avait des contacts avec les Longueuillois de l'époque aussi. Exact, tout à fait. Donc, effectivement, il y a des tessons là, de poterie qui ont été retrouvés, là, comme tu le dis, au Parc de la Baronnie. Oui? Il y en aurait une autre de M. Jean-Félix. Avez-vous trouvé des tissus organiques humains, animaux ou végétaux? Bon, donc,
je vais la répéter encore une fois. Merci beaucoup, Juliane. Désolée, on se partage comme un micro qu'on désinfecte, tout ça. Donc, est-ce qu'il y avait des tissus organiques, là, donc humains, animaux, qui ont été retrouvés? En fait, on n'a trouvé aucun reste humain, mais on a retrouvé effectivement des os d'animaux, là, des restes de boucherie, des os de boucherie, des os frais, mammifères. Je pense qu'on avait également peut-être des petits os de poissons. Il faudrait que je vérifie, mais oui. Et c'est assez fréquent, je dirais, là, d'en retrouver sur les sites archéologiques. C'est des déchets de table à des restes alimentaires. Oui. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'autre côté de la rue, on avait le marché public. Donc, ce qu'on a trouvé, nous, peut être associé à l'école, mais peut également être associé, je veux dire, on est à la limite de la rue, là, si on se rappelle bien. Donc, ça peut être également des passants qui vont marcher avec des petites familles, qui échappent des objets, la petite poupée brise. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que tout ce qu'on a trouvé appartient aux élèves de l'école, mais c'est rare qu'on va au marché avec sa tablette, son tableau d'ardoise. Donc, il y a certainement des objets là, qui proviennent des élèves, mais il y en a sûrement d'autres dans ce qu'on a vu qui pouvaient juste témoigner des gens qui circulaient dans la rue ou qui allaient au marché, aller faire les commissions, donc aller chercher la nourriture. Donc, c'est pas étonnant là, de retrouver des restes alimentaires à proximité. Effectivement, juste en face, c'était le marché Hôtel de Ville où il y avait souvent c'était des étals de boucher, finalement, donc peut-être effectivement que ça a un lien. Moi, j'avais une question par rapport à la datation des artefacts. En fait, dans votre travail en général, puis pour le Parc Saint-Marc, là, je me demandais, est-ce qu'il y a une année, tu sais, en patrimoine, souvent on dit, les bâtiments avant 1940, sont considérés patrimoniaux, tout ça, il y a comme toute une réflexion autour de ça. Pour les artefacts, si on trouve... je sais pas moi, une bouteille de gin, mais qu'on pense qu'elle provient des années 60, 70, est-ce que ça reste un artefact intéressant? T'sais? C'est une bonne question. En fait, je pense qu'il n'y a pas de règle officielle. Hein? Ça dépend vraiment du type du contexte, je pense. Je ne sais pas si tu as ton avis là-dessus. Je pense pas qu'il y ait de règles vraiment strictes, mais au-delà d'une 50, soixantaine d'années, un objet peut être considéré comme un artefact. J'écoutais à la radio ce matin, il parlait des disques en vinyle. Non, mais c'est vrai, mais je veux dire, on recule quand même. Si on recule aux années 50, 60, il y a des gens qui possèdent des beaux disques en vinyle. On pourrait les considérer comme des artefacts, là. Puis c'est aussi par rapport à ce que l'objet représente pour nous, si c'est dans notre patrimoine familial, si c'est un objet qui appartenait peut-être juste à notre grand-mère ou à notre grande-tante ou grand-oncle, mais qui a une valeur sentimentale puis qui a été... dont l'objet a eu tout le monde a pris soin, puis qui a passé après ça de main en main dans la famille, bien oui, ça peut être considéré absolument comme un artefact, là. Puis, c'est vraiment intéressant. Juliane, tu me fais signe, si jamais il y a quelque chose. J'aurais peut-être envie de vous parler du public et de votre relation avec le public. Comme vous l'avez dit, là, on a mis en place, vous avez fait des capsules, tout ça, on a fait 8 capsules. Vous étiez sur place aussi, les gens venaient vous poser des questions. On a fait une capsule d'ailleurs sur les questions du public, mais je ne sais pas si on pourrait revisiter un peu une ou deux questions qui vous avaient marqué ou qui est revenue souvent peut-être de la part des citoyens. Oui, ou des passants dans la façon. En fait, souvent, c'était comment vous avez fait pour savoir qu'il y avait quelque chose ici. Ça revient fréquemment. En fait, c'est là que c'est grâce à l'étude de potentiel qu'on le sait. C'est quand on analyse tout l'historique, en fait, du terrain à l'étude, qu'on retrace les diverses occupations et qu'on évalue les perturbations modernes, qu'on est capable de déterminer si oui ou non il y a des risques que des vestiges de ces occupations-là soient toujours en place. Donc, il y a vraiment l'étape préalable, là, l'étude théorique, c'est grâce à ça là, qui fait qu'on sait où on s'en va. Pourquoi on met notre tranchée à cet endroit-là? Parfois, comme là, ici, on n'avait pas le choix, il fallait vraiment rester dans l'emprise, mais souvent, on va valider
le potentiel archéologique d'un terrain. C'est à nous à décider où on va implanter nos tranchées, justement, là, avec le potentiel historique, quand on a le droit, on a la chance d'avoir des plans anciens qui nous indiquent où étaient placés les bâtiments, même si c'est pas nécessairement très précis. On arrive souvent à les trouver rapidement. Pas toujours rapidement, mais en général, ça marche bien. Donc, Super. Merci beaucoup, Zocha, pour ta réponse. Bon, peut-être un dernier rappel, là, s'il y a un commentaire ou des questions. Sinon, je veux prendre le temps de vous remercier, vous qui étiez à la maison, là, pour votre participation là, à la conférence d'aujourd'hui sur les secrets du parc Saint-Marc. Je pense qu'on en a appris beaucoup. En tout cas, il y avait beaucoup d'objets, puis ça a vraiment démystifié là, l'histoire du site et l'intervention qui a été faite par Artefactuel là, ce printemps. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Je rappelle que la conférence est l'une de nos nombreuses activités là, pendant le mois de l'archéologie et que les activités sont financées dans le cadre de l'entente de développement culturel conclu entre la Ville de Longueuil et le gouvernement du Québec. Donc, on remercie l'ensemble de nos partenaires. Merci beaucoup, Zocha Hull. Merci beaucoup, Luce Archambault, pour votre présence. Et on vous invite, bien entendu, à aller revoir les capsules. Là, mon collègue Juliane vous a mis les liens. Là, vous pourrez aller visionner ces capsules. Et sinon, je vous invite à vous inscrire, là, si le cœur vous en dit, à nos prochaines activités là, dans le cadre du mois de l'archéologie. Merci beaucoup.